Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, à la porte de Versailles, pour notre émission L'enseignement agricole peut-il assurer le renouvellement des générations? Pour en parler, juste à ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Linka. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes délégué de la CASDEN. C'est quoi être délégué de la CASDEN? Ça consiste en quoi? C'est une vaste question, je dirais. Je vais essayer d'être assez concis. Déjà, c'est un engagement militant. Donc, il faut savoir que les délégués CASDEN représentent sur un département la CASDEN, Banque Populaire. Donc, qu'est-ce que la CASDEN? On en parlera peut-être très certainement tout à l'heure, mais le rôle du délégué, c'est surtout d'aller à la rencontre des personnels, des établissements d'enseignement, essentiellement, mais maintenant, depuis 2016, l'ensemble de la fonction publique. Et justement, l'enseignement est représenté d'ailleurs en visio au travers de Christian Pelletier, qui est chargé de mission à la Bergerie nationale de pédagogie, à la Bergerie nationale de Rambouillet. Christian, vous m'entendez bien? Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous entends très bien. Bon, impeccable, on vous retrouve juste après. Et à ma droite, donc, Thierry Dedieu. Il faut prendre le micro, Thierry. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CNEAP. Alors, vous savez, sur TV Agré, on pose des questions assez directes. Le classement annuel PISA montre que l'enseignement français décline d'année en année. Oui, bonjour. Alors, déjà, pour vous dire, le classement PISA, effectivement, c'est un indicateur, on va dire, assez globalisant qui porte principalement sur les formations dispensées au sein de l'éducation nationale. Il ne vous aura pas échappé que l'enseignement agricole a une petite spécificité. C'est un enseignement professionnel qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et donc, on est, on va dire, un peu hors PISA. Et en même temps, on est une petite bulle dans le grand paysage éducatif du pays qui nous permet d'être aussi un petit, pour pas dire un bon, laboratoire pédagogique. Et je pense que si on appliquait peut-être sur les effectifs de l'enseignement agricole sans les noyer dans le grand monde de l'éducation nationale, il ne s'agit pas d'opposer les schémas, mais au contraire de les faire progresser ensemble, on aurait peut-être de bonnes surprises. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous inclure dans l'anatomie d'une chute sans jeu de mots? Alors non, on n'est pas dans l'anatomie d'une chute, puisque le titre de votre émission, c'est « L'enseignement agricole pourrait-il sauver le renouvellement des générations ?» Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ma réponse est tout de suite oui. Parce qu'en fait, l'enseignement agricole, certes, c'est une petite bulle dans le paysage éducatif, mais par contre, c'est une petite bulle qui marche bien. Et on a aujourd'hui un ministre qui porte un projet de loi, on a entendu le président le dire ce matin, qui va être présenté au Conseil des ministres le 20 mars, dans lequel il y a une réelle ambition pour le développement de l'enseignement agricole. Si je veux être un peu... Vous m'avez dit, on est direct, alors je vais être un peu direct. Pour moi, aujourd'hui, je pense que l'enseignement agricole manque, en tout cas, ne sait pas complètement bien se vendre. C'est-à-dire que manque de notoriété parce que c'est un vrai dispositif qui fonctionne. Et vous, au sein du CNEAP, vous représentez qui? Alors, au sein du CNEAP, on est une des grandes composantes de l'enseignement agricole. On représente à peu près un tiers des effectifs. Il y a l'enseignement agricole public, il y a les collègues des maisons familiales rurales. Il y a une petite fédération qui s'appelle l'UNREP et le CNEAP, c'est à peu près un tiers. Donc, c'est l'enseignement agricole qui dépend aussi de l'enseignement catholique en France. On est à peu près 180 établissements répartis en métropole et également en outre-mer, avec à la fois de la formation initiale, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aussi de la formation par apprentissage qui s'est beaucoup développée dans les dernières années, avec en particulier les lois qui ont été portées par le gouvernement, et de la formation continue. Et Christian Pelletier, côté enseignement public, est-ce que l'enseignement public agricole se porte bien? Alors, il se porte bien, il pourrait se porter mieux. Comme le disait le collègue, nous, on est à peu près 210-220 établissements publics, avec une spécificité forte qui est la présence d'exploitations agricoles et d'ateliers technologiques. Il y en a sur tous les établissements pour les exploitations, les ateliers, évidemment, un peu moins. Donc, c'est aussi un laboratoire, hein, je vais reprendre ce que disait le collègue, c'est un laboratoire qui a eu ses belles heures, et qui aujourd'hui a besoin de retrouver du souffle. Mais je pense qu'on en reparlera pour justement répondre à la question que vous posez. Exactement. Thierry Dedieu, le monde évolue et certainement évolue de plus en plus vite depuis qu'on fait appel aux ordinateurs pour gérer énormément de choses. Ben, on voit que l'accélération de l'information. Et est-ce que justement les enseignants, est-ce que les formations évoluent assez vite ou il y a toujours un petit effet retard? Alors non, je pense que évidemment le monde évolue vite. Les jeunes qui arrivent aussi dans les formations évoluent vite et on voit aujourd'hui se développer. Vous parliez des ordinateurs, mais on va dire même au-delà. Aujourd'hui, on a des établissements qui sont partenaires, par exemple de la ferme digitale qu'on peut voir aussi ici au niveau du pavillon 4. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle aussi entre dans les parcours de formation. Et ça veut dire aussi que
les enseignants, les formateurs doivent suivre cette évolution technique pour être, entre guillemets, non seulement au goût du jour, mais en phase aussi avec ce que devient le monde agricole. Parce qu'on parle souvent d'innovation. Et on oublie que par rapport à tout ce qui est pilotage GPS, etc., le monde agricole a pris de l'avance par rapport à bien des secteurs. Et là-dessus, on doit aussi avoir, pour les jeunes qui sont dans les parcours de formation, tous les outils pour devenir les agriculteurs de demain, c'est-à-dire pas d'avant-hier, mais de demain. Et par rapport, on parlait des transitions, aujourd'hui c'est un défi à tous les niveaux. On parlait de la transition énergétique dans votre émission précédente, la transition climatique, la transition alimentaire. Et donc, demain, pour que l'agriculture soit une force, il faut aussi que les jeunes soient complètement formés à ces nouveaux dispositifs. Alors ça tombe bien, on a un regard extérieur, entre guillemets. Comment vous jugez justement l'évolution? Est-ce que l'enseignement agricole répond bien aux attentes aujourd'hui, à votre avis? Alors c'est une question, effectivement, on ne peut pas y répondre comme ça directement de plusieurs... Enfin moi j'y verrais en tout cas plusieurs façons d'y répondre. La première, oui, il y a une évolution, c'est certain. Donc nous, la CASDEN, on a l'occasion d'accompagner les enseignants, les personnels des établissements en ce sens. C'est-à-dire on peut proposer des outils, et je vais insister là-dessus, la CASDEN propose des outils pédagogiques à l'attention de l'ensemble des personnels. On va également leur rencontre de plusieurs manières, donc physiquement bien évidemment, mais on peut aussi utiliser des nouveaux outils virtuels ou numériques. Donc en ce sens, c'est quelque chose de très positif. Je dirais dans l'enseignement agricole à l'heure actuelle, on a quand même cette tradition, on a une tradition. Certes, il y a des nouvelles technologies, certes, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a quand même des traditions. Et je fais référence à des domaines qui sont un petit peu, je dirais, marginaux. Mais dans tous les cas, oui, on a cet accompagnement à la CASDEN et on est fiers de proposer des outils très, je dirais, très en rapport avec le monde actuel. Christian, oui, allez-y, Thierry Dedieu. Ce que vient de dire Stéphane, c'est vrai qu'on parle d'innovation, mais on a aussi, au sein de l'enseignement agricole, un enseignement ancré dans les territoires. C'est-à-dire que, peut-être plus que certains autres enseignements professionnels, les établissements, qu'ils soient publics ou privés, travaillent de façon très interconnectée avec tous les acteurs du territoire. Et ça, c'est un élément important, je pense, parce que ça aide aussi à apporter aux jeunes qui sont formés un pied dans le monde réel, on va dire ça comme ça. Alors justement, on va demander à Christian Pelletier. Christian, moi j'aimais vous recevoir parce que effectivement vous êtes toujours capable de dire, même si vous êtes au sein de l'enseignement agricole, ce qui peut freiner. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui dans l'enseignement agricole? Alors je vais utiliser deux casquettes, hein, celle dont vous parlez là, et puis celle de chercheur en sciences de l'éducation. Certes, aujourd'hui, il y a de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques qui rentrent progressivement dans les enseignements, sur les exploitations de lycées agricoles, parce qu'elles rentrent aussi sur les exploitations de tous les agriculteurs. Et il y a besoin d'ajuster, de se mettre à jour là-dessus, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est, moi je vais insister là-dessus, c'est que le monde change excessivement vite. Nous ne sommes plus sur le temps lent et long des structures agraires anciennes. On est sur un temps qui s'accélère, on est sur des échelles qui se mixent, qui s'hybrident, et ça c'est compliqué, aussi bien pour les agriculteurs que dans la classe. Pourquoi? Parce que les jeunes changent. Il n'y a plus aujourd'hui mais des jeunes qui viennent de cultures différentes. Certains sont issus du monde agricole et peuvent se poser des questions, peuvent se dire, on l'a vu dans la consultation avant la loi agricole, le pacte qui arrive là, on a les jeunes qui sont en production et qui vont être les futurs agriculteurs. Pour un quart de tous ces jeunes, le changement climatique, ils ne voient pas ça comme un problème, ils ne se sentent pas concernés. Les blocages sont du côté de certains jeunes et d'autres, à l'extrême, ont des hypothèses ou des solutions radicales. Donc, il y a un premier point, c'est comment on va travailler avec ces jeunes, nous en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, comment on va travailler avec ces jeunes, comment on va les écouter. La première des choses et des nouveautés dans les manières d'enseigner, c'est écouter les jeunes, donner de la valeur à leurs paroles pour travailler les obstacles qu'ils portent en eux. Alors, ils ne portent pas que des obstacles.
qu'ils reprennent du monde professionnel. Ils portent aussi évidemment des ressources, mais il va falloir mettre ça au cœur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la formation des enseignants. On a une formation qui est résiduelle. On a besoin d'une formation qui soit forte. Il y a quelques années, j'avais discuté avec Stéphane Le Foll de ça quand il était ministre, en lui disant, Stéphane, tu as 100 postes que tu peux créer, crée-en 50 vraiment nécessaires et les 50 autres, mets-les sur du temps de formation pour les enseignants. Parce que les enseignants, c'est exactement comme les agriculteurs. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être accompagnés parce que les changements en termes d'identité professionnelle sont énormes. C'est le même combat en fait qu'avec les agriculteurs. Et comme il y a un combat au travers de changer les pratiques sur les pesticides, et il faut accompagner, il faut financer, il faut former, il faut réassurer dans de nouvelles pratiques. Et les enseignants, ils vivent exactement la même chose. C'est un choc culturel. Vous n'imaginez pas combien les nouveaux référentiels, les programmes entre autres, les nouveaux référentiels de formation, c'est une révolution. On passe de distribuer des informations sûres à construire des capacités, entraîner des capacités avec les jeunes pour qu'ils soient capables d'agir dans des situations qui sont incertaines en grande partie. Donc, le frein, il est aussi sur la formation. On a besoin de signaux forts du gouvernement, on peut espérer qu'on les aura dans la loi, sur du temps pour de la formation et de l'accompagnement. Parce que c'est en faisant cela qu'on va travailler les représentations obstacles des jeunes qui demain seront agriculteurs, seront conseillers, seront dans les banques également, parce qu'il y a des jeunes qui y vont, et puis qui seront aussi soit sur des grandes exploits ou sur des exploitations plus petites et qui produisent de la qualité. Donc, un temps vraiment fort formation. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que dit Christian. Surtout qu'il y a urgence, parce que le thème de l'émission, c'est le renouvellement des générations, comment justement apporter des compétences, des personnes pour être capables de pouvoir prendre le relais. On le dit souvent, il y a entre un tiers et la moitié des exploitations qui va changer demain dans les 10 ans à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont employables, entre guillemets, à la sortie des études, ou est-ce qu'il faut les former de façon complémentaire? Alors, oui, globalement, ils sont employables. Après, tout dépend le parcours aussi du jeune et la situation de la reprise d'exploitation. Le collègue disait on a des publics qui sont plus variés, c'est vrai, par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a des années où, on va dire presque de génération en génération, il y avait les transmissions des exploitations. Aujourd'hui, ça reste vrai, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des jeunes qui viennent de milieux différents et donc avec toutes les problématiques de reprise qu'il peut y avoir derrière. Moi, je crois que aujourd'hui, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est au-delà des connaissances, et des capacités, etc., il y a quelque chose qui est essentiel par rapport au temps qui s'accélère, c'est l'adaptabilité. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine agricole en particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des jeunes qui sont en capacité de raisonner vite et bien, et de pouvoir ajuster. Ça ne sera pas le même modèle du début à la fin. Il faut ajuster tout au long. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais on est arrivé au terme de cette émission. Concrètement, la CASDEN, justement, comment vous pouvez accompagner les enseignants ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a un accompagnement qui s'exerce sur le terrain et j'insiste vraiment là-dessus. Les délégués départementaux ne peuvent agir que sur une zone très locale, très localisée. Donc ça, c'est le premier point. C'est un des gros avantages et c'est vraiment la chose qu'on essaye de mettre en avant. On a parlé de l'adaptabilité, on a parlé des mutations. La CASDEN évolue également en fonction des ressources pédagogiques, j'en ai parlé tout à l'heure, et de ces évolutions, mais également en s'adaptant à des grandes thématiques à l'heure actuelle, sociétales par exemple, avec le climat, les difficultés rencontrées sur les notions de développement durable par exemple. Donc on accompagne systématiquement les enseignants dans ce sens. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que la CASDEN, c'est une coopérative bancaire, c'est une banque coopérative. Donc on propose des produits qui vont dans ce sens, les éco-PTZ par exemple. Bon, Stéphane Denka, merci beaucoup. Thierry Dedieu, merci d'être venu ici. Merci à vous. Aussi sur le plateau. Et puis je remercie Christian Pelletier, bien sûr, à distance, de nous avoir fait part de tout son savoir. Et surtout, merci à vous.